fait, je crois que j'ai voulu rendre hommage aux femmes de cette époque, avec beaucoup de modestie, mais avec beaucoup d'empathie, beaucoup de respect, beaucoup d'estime, beaucoup de tendresse. Et ce que j'ai voulu montrer à travers le personnage de Gilda, parce qu'à un moment donné, j'écrivais, on parlera peut-être d'écriture plus tard, oui. Mais d'accord. Mais quand j'écrivais, je me disais, enfin, elle peut s'en sortir. Elle pourrait. Justement, c'est ma question. Pourquoi lui avoir refusé le bonheur? Surtout qu'il y a eu des circonstances qui auraient pu l'amener au bonheur. Et elle dit, parce que le chagrin est une longue plainte tapie au fond de ma gorge, qui se tait et qui m'étouffe. Je lui suis soumise. Elle parle du chagrin. Du chagrin, comme si elle parlait d'un homme. Je lui suis soumise, je le déteste, mais je le nourris pour qu'il ne me quitte pas. Je suis sa putain. C'est fort, ça. Oui. Ben voilà pourquoi. Parce que moi, ça m'a. Oui, parce que je crois que ce que j'ai voulu montrer, c'est que, enfin, en faisant aller Gilda jusqu'au bout de cette mélancolie, c'est une manière de dire que à l'époque, de nombreuses femmes s'en sont pas sorties. Et c'est une manière pour moi de leur dire mon estime, mon respect, mon admiration. Parce qu'en même temps, elles se sont battues. Et que je crois aussi on a tous ici dans cette salle, j'imagine, vécu un ou voire plusieurs chagrins d'amour. Il y a quelque chose aussi de l'ordre de la jouissance dans le chagrin. Oui. Enfin, voilà, on a mal, ça fait mal, mais ça fait jouir aussi. Et donc, il y a toute cette ambiguïté. Et puis c'est continuer à aimer Louis, enfin, me semble-t-il. Alors justement, on va parler de l'écriture. Je sais, et ça, je crois que il est important de le dire, vous avez écrit c'était pas un premier jet, un premier roman, qui était dans une première version, qui était dans une écriture avec un narrateur omniscient. Un narrateur omniscient, donc assez classique, je dirais. Et ce roman est resté, j'ai vécu un peu les affres de l'écriture. Et puis ensuite, il est resté dans un tiroir pendant longtemps. Et vous avez repris l'écriture, et ça, je trouve ça extrêmement courageux pour l'écrire sous cette forme actuelle, la forme du fragment. Alors déjà, pourquoi comment arrive-t-on à évoluer comme ça? Est-ce qui a conseillé, ou est-ce que ça a été intuitif? Est-ce que ça a été tout d'un coup une révélation? En fait, effectivement, quand j'ai commencé à écrire cette histoire, je disais tout à l'heure, j'ai déroulé le fil. Donc, effectivement, j'ai écrit 270 pages. Mais je racontais tout, la forme de la chaise, la couleur de la moquette, le régulier qui entrait. Voilà. J'ai tout lu. Comme elle a tout lu, effectivement, vous savez que je ne mens pas. Et quand bien même, je revendique aussi le droit au mensonge. Cette première version, je l'ai envoyée à quelques éditeurs, mais pas à Passiflore, que je ne connaissais pas encore. Erreur. Et c'est vrai que je me suis fait retoquer, et avec néanmoins deux éditeurs en particulier qui m'ont dit qu'il fallait que je continue à écrire, mais que ce n'était pas une forme assez moderne. Parce qu'il faut écrire moderne pour être lu. Et alors ça m'a... Pour être accepté, pas pour être... Voilà. Et qu'est-ce que ça veut dire moderne? C'est une bonne question, madame. C'est une excellente question. C'est une excellente question. Mais ceci étant, ça m'a... Comme j'avais beaucoup travaillé quand même, ça m'a un peu coupé les ailes. Donc effectivement, je l'ai rangé dans un tiroir, ce premier manuscrit. Mais cette histoire me hantait vraiment. C'était vraiment une nécessité. D'ailleurs, j'arrivais pas vraiment à écrire autre chose. Enfin, j'écris d'autres choses, mais j'arrivais pas vraiment à écrire parce que toujours, Gilda, je pouvais être dans une situation où je disais, tiens, Gilda, là, elle ferait ça. Ou, enfin, parce que pour moi, c'est un personnage réel, enfin, c'est une personne. Et donc, un jour, longtemps après, j'ai sorti le manuscrit du tiroir et je l'ai posé sur mon bureau. Mais je l'ai juste posé. Hein. J'y touchais pas, je ne l'ouvrais pas. Voilà. Puis un jour, je l'ai vraiment rapproché de moi et puis un jour, je l'ai ouvert. Et je l'ai relu entièrement. Et
et je me suis dit, mais après tout, ah oui, et j'avais une amie aussi écrivain, Chantal Detcheli, Oui. une amie écrivain qui m'avait dit, il faut que tu fasses parler Gilda à la première personne. Oh non, non, je dis ça. Et ça me paraissait pas du tout possible. Et puis j'ai écrit un premier fragment en disant je. Et là, c'est devenu évident. Et là, pour répondre à votre question, je sais qu'on me dit ça, on me dit, mais, parce que d'autres personnes ont lu et m'ont dit, mais c'est un travail énorme, etc. Eh bien, moi, ça ne m'a pas paru un travail de Gilda. Voilà. Et peut-être ce que je voudrais ajouter à propos de l'écriture, c'est qu'en fait, quand j'écris, je lis énormément à haute voix mes textes. Je peux m'arrêter sur un mot pendant plusieurs jours, tant que je n'ai pas trouvé ce qui me semble être la bonne sonorité pour que le texte soit harmonieux. Et après, je le relis. Après, je relis, par exemple, les 10 dernières pages, et si j'ai l'impression qu'à un moment donné ça coince, hop, je reprends. Et voilà. Le texte que je ne cesse d'évoquer, qui faisait 3 ou 4 pages, il était vraiment, c'était une courte nouvelle en fait, et il était absolument fini. Et comme je vous disais, j'ai déroulé le fil, et à un moment donné, j'ai envisagé que Gilda ait une autre destinée. C'était impossible à écrire, je n'y arrivais pas. C'était pas fluide, j'avais des blocages, j'arrivais dans des impasses, enfin ça n'allait pas. Et quand je me laissais porter par elle, quand je l'écoutais, parce que c'était vraiment ça, ça allait tout seul. Donc je fais partie de ces auteurs, parce que je sais qu'on n'est pas tous pareils, mais qui sont vraiment guidés par leur personnage. Oui, oui. Alors, naturellement, c'est moi qui les écris, donc voilà, ça peut peut-être paraître étrange, mais ça, c'est une question que je me suis quand même souvent posée, et c'est comme ça que j'ai répondu. Je vous dis aussi que je suis une grande fanatique de cinéma, j'avais un blog de cinéma, j'ai fait beaucoup de critiques de films, enfin, je continue d'ailleurs à en faire. Donc j'ai une vision, vraiment une écriture très visuelle. Moi, je vois les situations. Mon personnage, je sais comment il est habillé. Je sais exactement le grain de beauté qu'elle a sur le sein, par exemple. Bon, même si j'en parle pas, mais je le vois. Voilà. Donc tout est très visuel dans ma tête. Et donc en fait, quand j'écris, je ne fais. Exactement. Je crois que moi, ce que je veux dire, c'est qu'on est ce qu'on est et on est aussi ce qu'on n'est pas. C'est-à-dire ce qu'on ne montre pas, ce qu'on ne dit pas, ce qu'on ne sait pas de soi-même, ce que l'autre sait de vous et que vous ne savez pas. Et qu'on nie, qu'on peut être dans le déni de soi-même parce qu'on ne veut pas. Oui. Et à un moment donné, ça s'exprime. Oui. Et puis je crois ce qui lui arrive. Oui. Ouais. Oui, parce que mais c'est quand même cette rencontre qui lui permet. Absolument, oui, bien sûr, absolument, absolument. Et alors, ce jeune homme, oui, on le voit très coquin, mais enfin, lui aussi, il est interpellé par le mystère qui est une femme, qui est cette femme. Oui, absolument. D'ailleurs, il dit, il parle de secret, il dit, il y a en cette femme un trésor et je le trouverai. C'est ça. Oui, tout à fait. Mais je crois que c'est ça aussi la vie. Enfin, il y a des êtres comme ça que l'on croise et qui nous révèlent à nous-mêmes. Je pense qu'on en a tous croisé. Hein, et comme il y en a qui nous font devenir autre chose que ce qu'on était. Et ça, c'est tout le mystère de la relation, en particulier de la relation humaine, mais de la relation amoureuse, qui est quelque chose qui exacerbe, parce que dans l'amour, dans la relation amoureuse, il y a une part de soi qui nous échappe, et qui s'échappe pour aller dans l'autre et qui devient autre chose dans cet autre, et tout ça crée une... Mais vous avez raison, oui, bien sûr. Louis, c'est incontestablement un révélateur pour Gilda. C'est peut-être pour ça d'ailleurs, parce qu'elle commence en disant j'ai raté ma vie, mais moi je crois pas que après Louis, je crois pas qu'elle rate sa vie. Non. Du liquide séminal de Louis aux eaux que je perds. Nos histoires ne sont que des histoires de liquides, de fluides, de rivières, de mers et d'océans, de cataractes, de cascades, de flux. Les eaux qui s'écoulent de moi sont tièdes. Premier signe, premier dialogue. Tu me dis ta détermination. Je n'ai jamais pensé que tu puisses exister. Au plus fort de mon amour pour lui, je ne t'ai pas imaginé. De cet amour, je n'ai pas désiré un enfant. Pourtant, tu vas occuper ma vie. Tu es une certitude contre laquelle je ne peux rien. Je t'ai porté sans m'habituer à l'idée de ta venue. Tu étais en moi,
Mais moi, où étais-je? Je ne veux pas te faire de mal. Je ne renonce pas à l'idée d'être ta mère, aimante. Mais en partant, il a emporté tout l'amour dont j'étais capable. Si je ne peux t'aimer, que va-t-il advenir de toi? Que peut te donner une âme desséchée? Je ne veux pas te faire de mal. La douceur d'aimer m'a abandonnée. J'ai peur pour toi. Je veux mourir. En manifestant ton absolue volonté de vivre, tu m'en empêches. Tu me retiens d'accomplir un geste dont je ne sais de quelle nature il serait. Ne plus être là. La mort, le néant, abîme sans image ni son, cotonneux, mon corps étendu sur du sable noir dans un univers noir, une sorte de puits dénué de souffle, de sens, où le verbe n'est plus, vide, pas celui synonyme d'ennui, de médiocrité, celui de la mort, innommable absence. Je mène une vie qui ne m'ouvre pas aux autres, c'est à peine si elle m'ouvre à moi-même. Suis-je malheureuse? Pas vraiment. La mélancolie est une compagne somme toute assez agréable. Je m'accommode d'elle. Nous cohabitons en bonne intelligence. Ma vie est à nouveau grise et cette grisaille me va bien. Elle m'enveloppe et m'enferme dans un isolement protecteur. Maintenant que tu vas être là, que va devenir cette compagne à l'odeur de poussière? Bravo.